Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins 9h30 à 10h, deux experts nous éclairent sur les mystères des marchés financiers, en tout cas ce qui se passe, comment investir en ce début d'année. J'ai le plaisir d'accueillir Cyril Collet, le directeur de gestion Action chez CPRM. Bonjour Cyril. Et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associé. Bonjour Joseph. Messieurs, ce matin, on parle pour démarrer d'assurance vie, les rendements qui sont à la baisse, à la peine, ça se réduit comme peau de chagrin, bon, sans surprise, hein, pas de miracle du côté des assureurs. Les taux baissent, hein, les taux des obligations, des placements très sécurisés qui sont en plus obligatoires quasiment pour ces banques assureurs. Du coup, les rendements pour cette année vont tourner sur le fonds en euros, c'est-à-dire la partie sécurisée de votre contrat d'assurance vie, autour de 2,25%. C'était 2,50 en 2014. La baisse est-elle inexorable, Cyril ? Quand on sait que leur portefeuille est investi à 80% ou autour d'eux dans des obligations d'État, on va considérer que c'est cette indexation-là qui pèse sur leur rendement. Ça doit pousser les gens peut-être à sortir un petit peu du fonds en euros pour aller vers les UC, faire un peu plus leur allocation, prendre des paris un peu plus risqués pour aller chercher du rendement. Mais sinon, oui, on a quand même tendance à penser que c'est les taux de rendement obligataires long terme qui vont indexer le rendement des assurances vie. On a évidemment les rendements qui sortent les uns après les autres. Alors ceux qui communiquent le plus vite, ce sont ceux qui ont des rendements assez bons, notamment du côté de l'affaire, qui est la plus grosse association d'épargnants. On sera au-dessus de 3%, 3,05%. Ça se fait grâce au mécanisme aussi des réserves, hein, des provisions qu'ils ont pu faire les bonnes années. On bonifie ce taux, même si sur le fondamental, c'est plutôt à la peine. Oui, on peut utiliser les réserves, on peut aussi faire de la diversification hors marché obligataire avec, on voit que c'est les dernières années quand même, les marchés actions, les hedge funds, l'immobilier, enfin il y a moyen de un petit peu booster ce rendement uniquement obligataire, mais c'est vrai que ça dépend de l'allocation qui a été faite au sein de l'assureur vie et ça met en compte effectivement un risque de marché supplémentaire par rapport à celui qui est le risque naturel du risque obligataire. Va-t-on vers un scénario à la japonaise, Joseph Alfonsi, c'est-à-dire des taux très bas, très longtemps, ce qui fait que mécaniquement on était à 4,5%, on est aujourd'hui à 2,5%. Est-ce que dans 4-5 ans, on pourrait être autour de 0% sur ces contrats fonds en euros d'assurance vie ? Alors tout va très vite hein, sur les marchés. Donc aujourd'hui, on est dans une phase d'abaissement tendanciel des taux depuis, on va dire, 20-25 ans, et ça touche à sa fin. C'est-à-dire que cette ère est révolue. 2015 a commencé à être un petit peu douloureux pour les portefeuilles. Lorsqu'on voit par exemple les performances obligataires, des indices obligataires gouvernementaux, en zone euro notamment. Donc oui, il va falloir de toute façon, c'est un défi qui se pose à l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs, comment trouver un moteur de substitution à ce moteur taux qui a été le socle de la performance, notamment des fonds diversifiés au cours de ces 10 dernières années notamment, comment trouver un moteur de substitution au prix d'un risque acceptable, puisque, comme le disait monsieur, effectivement, on peut diversifier, mais le risque n'est plus le même. Alors ça serait évidemment vos affaires. Vous gérez des fonds qui sont plutôt investis sur les actions, ou du moins diversifiés. Le problème, c'est qu'au niveau du risque, le début d'année n'incite pas vraiment à sortir de son contrat sécurisé, qui ne rapporte pas beaucoup, mais qui rapporte, contre une bourse, hein, sur le CAC 40, on est à moins 6% en quelques jours. Oui, alors après, il faut quand même prendre en compte le risque, ça c'est sûr, mais surtout l'horizon de placement, c'est-à-dire qu'on est quand même sur de l'investissement très long terme. Ce n'est pas des choses dont on mesure la performance à la semaine, enfin j'espère, parce que sinon effectivement on peut se faire très peur. On continue à penser chez CPR que l'année 2016 va être une bonne année pour les marchés actions. Maintenant, c'est vrai qu'elle sera encore plus volatile que l'année 2015. Qu'il va falloir raison garder, qu'il va falloir avoir des positions assez claires, plutôt long, actions euro et japonaises, un petit peu d'États-Unis, et on verra les émergents dans la deuxième partie de l'année. Mais en dehors de cette allocation-là, il faut avoir en tête qu'effectivement, les mouvements peuvent être très très forts sur les marchés actions, puisqu'il va y avoir un petit peu moins de liquidité avec moins de Fed, et parce que les intervenants sont quand même assez joueurs, puisque là, le phénomène de la première semaine, c'est typiquement une attaque de devise sur le yuan en Chine.
qui s'est soldé par, entre guillemets, pour l'instant, au premier round, la PBOC qui a dit, bon bah voilà, on arrête le jeu parce que c'est moi qui vais... La Banque centrale chinoise. La Banque centrale chinoise, voilà, qui a repris la main en disant, attendez, on va dévaluer tranquillement, mais à mon rythme à moi et pas au vôtre. Ouais. Donc voilà, il y a toujours eu de la spéculation sur les marchés actions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme le seul qui offre un rendement relativement acceptable, c'est les actions et le crédit long terme, crédit high yield dans certains cas aux États-Unis, même si ça a été chaud aussi en fin d'année dernière, et puis un peu digé sur la partie euro, parce que même si le taux est un petit peu moins fort, il y a un peu moins de risques, il y a beaucoup moins de volatilité, et donc tout le monde est très, je dirais, à l'affût, mais sur le même actif. Donc en tout cas, vous n'êtes pas fondamentalement inquiet sur la situation, ce début d'année pénible en tout cas. Non, pour l'instant c'est très volatile, c'est vrai, mais il n'y a pas de dégradation des attentes de bénéfices, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon. On est même plutôt vers une convergence. On devrait avoir en 2016 autour de 8-9% sur les pays développés de croissance de bénéfices, ce qui est quand même correct. Alors c'est un peu moins bon pour nous que l'an dernier, mais enfin l'an dernier en zone euro, Europe, enfin surtout euro, pardon, c'était une année vraiment très exceptionnelle. Donc à ce stade, pas d'inquiétude, ça va prendre du temps en Chine. Pour l'instant, côté Fed, on va voir comment ils vont réagir au mouvement, mais si les marchés se calment, et surtout, puisque pour moi c'est l'épée de Damoclès sur cette année, c'est vraiment la stabilisation du prix du pétrole et des matières premières. C'est ça qu'on attend pour se dire, ok, 2016 sera une belle année. Pour l'instant, on est toujours dans une chute de la baisse du pétrole. Bon, hier, il a touché à peu près les 30. Il paraît qu'à 30, le PEP se réunit, donc on espère qu'ils vont se voir assez vite. Même si, globalement... Oui, mais le leader, l'Arabie Saoudite, a dit non, bon, pas avant juin. Les effets commencent à porter, enfin, cette politique de Riyad commence à porter ses fruits, c'est-à-dire les pétroles de schiste américains ont quand même pris un sacré coup. Il y a beaucoup de puits qui ont fermé, de sociétés sûrement qui vont mettre la clé sous la porte, et ça pose des problèmes sur, justement, vous en avez parlé, le crédit high yield, ce fameux haut rendement. On a pris des risques aujourd'hui, certains commencent à s'en mordre un peu les doigts. On fuit cette classe d'actifs, Joseph, c'est vrai qu'il y a des turbulences sur le high yield. C'est un des risques aussi principaux de ce début d'année. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un phénomène de contagion? Je dis ça parce que, souvenez-vous, en 2007-2008, on avait commencé par un secteur très risqué, c'était le subprime, on en faisait un tout petit peu, puis finalement derrière c'était une sacrée bulle qui a explosé. Est-ce que ça peut être, parce qu'on peut avoir la même ampleur, ça commence sur le high yield et puis ça se déporte sur le marché obligataire en général? Il faut toujours être prudent en la matière, puisque comme vous venez de le dire, on a des exemples par le passé qui montrent que les phénomènes de contagion peuvent s'opérer alors même que on n'y croyait pas forcément. Là, en ce qui concerne le high yield, moi je ne suis pas spécialiste, mais je regardais un petit peu ce qui se passait l'année dernière en fin d'année, c'est surtout venu des États-Unis, et notamment des secteurs pétroliers qui ont, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, qui ont souffert avec des perspectives de taux de défaut, des taux de défaut, des perspectives de taux de défaut en croissance. Après, ce qu'il faut dire également, c'est que paradoxalement, cette dépréciation du secteur high yield lui a redonné un petit peu d'élan, puisque de mémoire, en fin d'année, on était revenu sur le high yield américain sur des rendements de 8%, ce qui redonne un petit peu de souplesse à cette classe d'actifs. Pour autant, ça reste une classe d'actifs risquée, qui très souvent, effectivement, évolue en fonction un petit peu des paramètres actions. Donc, comme on l'a dit, le marché action est très volatile, très incertain pour les raisons que l'on sait, c'est-à-dire incertitude sur la Chine, incertitude sur le rythme de normalisation monétaire aux États-Unis. Donc, tout ça va faire qu'effectivement, normalement, on devrait conserver une classe d'actifs actions volatile. Malgré tout, si on prend un peu de recul, aujourd'hui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire l'acteur économique le plus sain, ça reste l'entreprise. L'entreprise est capable de créer de la richesse. L'année dernière, on a eu des progressions de résultats un petit peu inverses entre les États-Unis et l'Europe, puisqu'aux États-Unis, en Europe, on a une progression de résultats de chiffres, alors que pour la première fois, après 6 années de croissance des profits aux États-Unis, on a eu une légère contraction. Cette année, on attend, comme on le disait, des progressions de résultats conformes à ce qu'on observe sur les tendances de longue période. Donc, dans un contexte économique où il y a de l'expansion, c'est-à-dire aux États-Unis, on a de l'expansion, en Europe, on a une reprise graduelle de l'activité, où certes en Chine, ça va ralentir, mais les autorités font ce qu'elles peuvent pour assurer ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur. Dans un contexte où les résultats ne s'effondrent pas, il n'y a aucune raison objective, hors événements exogènes et exceptionnels, que les marchés d'actions ne s'inscrivent pas dans une logique de progression. Ça veut dire que cet épisode-là chinois d'évaluation du yuan, qui ressemble quand même très fortement à ce qu'on a vécu en été, même exagération, même excès finalement, et peut-être un rebond derrière comme on a connu en septembre-octobre?
Je pense que c'est un peu différent de ce qui s'est passé cet été. Cet été, la Banque centrale de Chine a dit, OK, le dollar va continuer de s'apprécier. Seulement quand il s'apprécie contre l'euro, il s'apprécie encore plus contre un panier de devises émergentes. Et pour nous, ça suffit. Il ne faut pas oublier qu'après la crise financière, le dollar a été dévalué d'à peu près 40%. De fin 2012 à 2014, le yen a été dévalué de 40% et il est hors de question. Le won coréen a perdu quasiment 25 à 30% également. Il ne faut pas oublier que dans la guerre commerciale en Asie, c'est le yen contre le won contre le yuan. Et le yuan ne peut pas continuer à s'apprécier contre les autres devises des pays émergents. Donc c'est juste ça. Donc ça c'est le décrochage d'août. Ce qui se passe en début d'année 2016, c'est la Banque centrale de Chine qui dit non mais on est encore un peu cher, on va dévaluer encore un tout petit peu si jamais le dollar continue de s'apprécier contre l'euro et contre les autres devises émergentes. Mais surtout, il y a eu beaucoup de spéculation autour de cette baisse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus une attaque entre guillemets un peu classique sur les devises et tout le monde s'est dit sur la partie action, oh là là, c'est vrai qu'en général quand le yuan perd 1%, le prix des matières premières en dollars perd 0,60, c'est je pense une stat que tout le monde a vue ces dernières semaines. Donc on s'est dit si les matières premières continuent de baisser, c'est de la désinflation importée qui va arriver en Europe, qui va arriver aux États-Unis, ça va bloquer la Fed dans son programme de normalisation et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y avait de l'anticipation, stabilisation de yuan ou une baisse plutôt orchestrée au rythme de la Banque centrale de Chine. Stabilisation du prix des matières premières, on en rêve, je le redis, je suis désolé, mais pour nous, c'est vraiment la chose la plus importante. Ouais. Et après, 2 hausses de taux, je ne sais pas sur quel rythme vous êtes, 2 hausses de taux, 3 hausses de taux. Nous, Philippe Weber, patron de la stratégie chez nous, il est plutôt sur 4 hausses de taux, même s'il convient aujourd'hui que ça pourrait être un tout petit peu moins en fonction des éléments exogènes. Voilà, on est dans un cycle de normalisation d'un côté, on est toujours dans un cycle de aide de la BCE à l'économie européenne. Donc normalement, ça devrait plutôt correctement se passer aux effets volatilité près qui sont relativement imprévisibles et puis qui, à partir du moment où on va avoir de moins en moins de présence des banques centrales, vont redevenir finalement assez naturelles. On a tendance à dire depuis 6 mois, la volatilité repart, c'est complètement dingue, c'est grave, c'est grave. Non, c'est juste que pendant 4 ans, il y a eu un couvercle sur la marmite, que ce couvercle est en train de se retirer progressivement, pas encore chez nous, mais la Fed étant tellement présente sur l'ensemble des marchés. Donc voilà, c'est juste une sorte de retour à la normale. Le rôle des banquiers centraux face à la chute des marchés, pour l'instant étonnamment calme, on va dire. Il n'y a pas eu de grandes déclarations. C'est pas assez grave. Qu'est-ce que vous anticipez? Non, mais il faut quand même revenir à la mission et au rôle des banques centrales. Ce ne sont pas les gardes-chiourmes des marchés. Normalement. Mais on l'a cru pendant longtemps. Alors les marchés adorent y croire et veulent toujours y croire. La preuve, la dernière intervention de Mario Draghi qui a donné lieu à une déception quand même assez spectaculaire, alors même que finalement, au bout du compte, Mario Draghi a délivré peu ou prou ce qu'on était décemment en droit d'attendre. Mais les marchés, ça ne leur a pas suffi. Donc les marchés veulent croire à ça. Mais les banques centrales, elles ont une mission. Ils sont accros à la pompe. Les banques centrales ont une mission, un rôle à jouer. Elles essayent de jouer cette partition de manière assez prévisible. Mais par exemple, pour revenir à ce qu'on disait, là on voit bien en l'espace d'une semaine, quand vous prenez les déclarations des différents banquiers centraux, je prends simplement aux États-Unis, on a eu Stanley Fischer qui est le vice-président et le président de la Fed de San Francisco qui se sont prononcés pour finalement un resserrement monétaire en 4 temps sur l'année 2016. Et puis à côté de ça, vous avez le président de la Fed de Dallas et vous avez également Denis Lockhart qui eux se disent oh là là, compte tenu de l'accentuation des pressions désinflationnistes en provenance de Chine des matières premières, on ne sera vraisemblablement pas en mesure de resserrer autant qu'on le voudrait la politique monétaire. Donc il y a une cacophonie au sein même de la Fed, et pour cause, parce que les uns les autres attendent d'y voir un peu plus clair pour se prononcer. Donc cette cacophonie, on va la retrouver en termes d'incertitude sur les marchés, et ça va continuer à animer évidemment de ce point de vue-là les marchés en fonction du rythme de resserrement que les marchés vont jouer ou pas. Plus d'incertitude, plus de volatilité. On peut se demander, même si à chaque prise de parole et chaque remontée des taux, surtout s'il y en a 4, eh ben on va avoir ces à-coups sur le marché. C'est probable. On va en parler dans une minute et surtout on va demander à nos 2 experts où investir en 2016, quels sont leurs secteurs ou leurs zones géographiques préférées. Ça sera dans la suite du débat sur Direct Gestion. À tout de suite.
Le débat, deuxième partie, de gérants sur le plateau, Cyril Collet de CPR AM et Joseph Alfonsi de LGA Investissement Associés. Messieurs, on a fait un tour macroéconomique. On a vu qu'effectivement, un des drivers principaux pour cette année, ça allait être le pétrole. Cyril Collet, ça sera vraiment le juge de paix des marchés. On attend, là, ça flirte avec les $30. On le disait, c'est vrai, on en parlait. C'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, en général, ce pétrole peu cher. À un premier niveau, c'est effectivement une des factures énergétiques qui s'allège pour l'ensemble des États. Pour les ménages, c'est une très bonne chose. On a beaucoup parlé des $1000 supplémentaires pour le foyer moyen aux États-Unis en 2015. Là, malheureusement, on est un petit peu dans l'excès sur le prix du baril et du coup, on se dit, attention, derrière, il y a des entreprises, il y a des banques qui financent ces entreprises. Il y a aussi des pays producteurs de pétrole, principalement dans les pays émergents, enfin, c'est les États-Unis et les émergents qui souffrent. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les pays émergents, parce qu'en fait, à partir du moment où le pétrole baisse pas plus que leur devise ne baisse contre le dollar, pour eux, c'est relativement neutre. Il suffit de réemployer cet argent dans leur devise locale. Donc, ils ne peuvent pas tous le faire. Donc, ils achètent un peu moins de matériel américain en dollars, ça c'est sûr. Mais s'ils réinvestissent dans leur zone à eux, dans leur pays, c'est relativement neutre. Donc, c'est vrai qu'un pétrole cher, ça asphyxie l'économie mondiale et on nous a suffisamment expliqué que ça pouvait pénaliser la croissance. Et un pétrole pas cher, on nous explique aujourd'hui que c'est la fin du monde. Donc c'est un petit peu, le pétrole, un petit peu complexe à comprendre. Ça va jamais et surtout ça va très vite. Hein. Joseph Alfonsi, vous signalez, il y a 2 ans, c'est vrai qu'on était dans l'effet inverse, un pétrole trop cher, comment on va s'en sortir? Exactement, c'est-à-dire que c'était pénalisant pour la croissance mondiale, comme on vient de le dire, et aujourd'hui, 2 ans après, on en est à redouter l'inverse. Alors c'est vrai qu'il y a des phénomènes extrêmement déstabilisateurs, enfin potentiellement déstabilisateurs pour certaines économies et notamment les pays producteurs, et au niveau social également, puisqu'on a vu que certains pays avaient des problèmes pour boucler leur budget, et que derrière, ça se traduisait par des coupes dans les budgets sociaux, avec les risques de déstabilisation dans des régions qui sont pas forcément simples, on le constate tous les jours. Donc ça, c'est une chose. Après, pour la croissance mondiale, moi je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que globalement, pour les pays qui font la croissance, aujourd'hui les pays de l'OCDE, les pays occidentaux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, pour les résultats d'entreprise, on a vu que ça avait joué paradoxalement contre le bénéfice moyen, notamment sur le marché américain, puisque quand on regarde les secteurs l'année dernière, le secteur pétrolier, les profits sont en chute de 20%. Et c'est ce secteur pétrolier, notamment avec les biens, les matériaux et l'industrie, qui ont tiré à la baisse les profits globaux sur le S&P, sur le marché américain. Donc on voit bien que ça peut avoir à court terme des incidences pas forcément favorables pour les marchés d'actions, puisque bon, les résultats d'entreprise et les perspectives de résultats sont quand même indéterminants in fine des marchés d'actions. Mais au global, j'ai du mal quand même à envisager que ce qui se passe sur le pétrole, au final, ne se traduise pas de manière positive pour l'économie mondiale. Ce serait quand même, au final, au global, une bonne nouvelle. On passe à notre page où investir en 2016, cette saison, messieurs, un début d'année, on a besoin de vos lumières, de vos conseils ou tout simplement de votre stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire? Cyril Collet, vous émettez chaque mois chez CPRM des scénarios qui restent, on va les lire, un scénario central, maintien de la dynamique économique. Aux États-Unis, l'amélioration du marché du travail va se poursuivre. Les perspectives de retour de l'inflation vers 2% se confirment. Bref, tout va bien. Scénario alternatif, un peu plus critique, baisse des matières premières qui entraîne une crise des pays émergents et une crise du crédit. Si on fait un pourcentage à la grosse louche, le scénario central tient la cote à 80%, 70% au moins. Alors, à mesure que le stress arrive, je pense que le scénario alternativement, on doit être autour de 70-30 aujourd'hui dans ces eaux-là. Bien entendu, le scénario central est principal, comme on l'a dit au début, mais l'épée de Damoclès, c'est le prix du pétrole. Il faudrait quand même, en dehors du fait, ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire qu'un pétrole bas, normalement, c'est bon pour l'économie mondiale. Ce qui me paraît important de noter aussi, c'est qu'on est dans une situation par rapport au pétrole qui est un peu différente avec ce qu'on a connu dans le passé. C'est-à-dire que là, on est dans une crise de suroffre. C'est pas une Alors c'est vrai que la Chine a besoin d'un peu moins de pétrole, mais aux États-Unis, ils consomment de plus en plus de pétrole. Nous, on en consomme aussi finalement pas mal. Et à la fin, on se rend compte que la crise du moment est une crise de suroffre, simplement parce que l'Arabie Saoudite ne veut pas de perte de marché sur le retour de l'Iran, que l'OPEP, depuis je ne sais pas combien de mois, je crois que c'est 18 mois, surproduit par rapport au quota qu'il s'était fixé.
que les énergies vertes, ça embête tout le monde quand on est producteur de pétrole, et que du coup, on se dit qu'un pétrole bas pendant un certain temps, ça va, tuer le pétrole de schiste américain, puisque c'était quand même la première opération. Encore une fois, renforcer le rôle de l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEP et empêcher le développement des énergies, on va dire, propres ou vertes. Donc finalement, on est dans une guerre économique qui a ses raisons, qui va s'arrêter à un moment donné, notamment si ça continue aux États-Unis, il va y avoir un second tour. A priori, Exxon et Chevron vont pouvoir commencer à faire leur marché dans le gaz de schiste. Enfin, il va y avoir des concentrations, des fusions, des caisses d'acquisition, on en parle même sur le marché français. Oui, bah, il y a des petits acteurs, pas forcément des grosses, enfin c'est pas Total, Eni ou Repsol qui vont se faire acheter, mais il y a tout un tas de petits acteurs, Vallourec et autres, qui sont dans des situations, CGG également, qui sont dans des situations bilancielles un petit peu tendues et qui vont devenir des proies entre guillemets assez faciles à racheter parce qu'aujourd'hui ça ne vaut pas grand-chose par rapport aux fonds propres. Donc on est dans une guerre économique, c'est une crise pétrolière un peu différente des autres et oui, il y a un moment donné ça va s'arrêter. Maintenant c'est vrai que c'est le stress de 2016 et qu'il faudra passer par une stabilisation du prix du pétrole et des matières premières pour se dire ok, 2016 et encore une belle année sur les marchés actions, peut-être la dernière année du bull market selon certains cartomanciens, mais en tout cas encore une bonne année. Oui, sauf qu'on nous parle aussi beaucoup de cycles, des cycles de 7 à 8 ans avec des crises qui sont régulières, 2001, 2007, 2008, peut-être 2015, alors on l'a échappé, 2016, est-ce que ça peut être l'année de la crise? En tout cas, il semblerait qu'aux États-Unis, les premiers craquements qu'on voit ici et là, au moins 6% depuis le début de l'année, ça pourrait être la fin du marché baissier justement. La problématique aujourd'hui en ce début d'année, c'est qu'on a pas mal de découplage. Alors, on a par exemple un découplage au niveau entre le secteur manufacturier aux États-Unis qui est d'ores et déjà en récession, et notamment les indices ISM qui sont passés en dessous de la barre des 50 et qui maintenant depuis 2 ou 3 mois, et on a un secteur des services qui se maintient. Donc ce découplage-là, historiquement, lorsque l'industrie manufacturière partait en récession, elle entraînait 9 fois sur 10 l'ensemble, alors pas toujours, l'ensemble de l'économie. En tout cas, il y avait un risque potentiel pour que l'ensemble de l'économie soit entraîné et du coup les marchés d'actions s'ajustaient à la baisse puisqu'en cas de perspective de récession, c'est un phénomène classique. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'économie numérique, de la nouvelle économie, etc., on ne sait pas dans quelle mesure un secteur manufacturier affecté peut contaminer l'ensemble de l'économie. Ça, c'est une vraie interrogation et personne n'a la réponse pour l'instant. Le deuxième découplage, c'est justement dans le secteur manufacturier même, entre les États-Unis, c'est un découplage interzone, entre les États-Unis où on a un secteur manufacturier qui est à la peine, et l'Europe par exemple, où le secteur manufacturier, on l'a vu sur les indices PMI, les derniers indices PMI, qui continuent à s'apprécier et donc qui résistent. Dans quelle mesure l'Europe pourra résister longtemps à un secteur manufacturier américain un peu plus déprimé? Là aussi, c'est une interrogation. Donc on a du mal à répondre de manière catégorique pour l'instant à ces questions-là, et de la réponse à ces questions va effectivement découler le comportement des différentes classes d'actifs. On ne peut pas envisager un marché d'actions qui se tient si on est dans une perspective de récession. Alors ça n'est pas le cas au niveau global aujourd'hui, que ce soit sur la Banque mondiale, que ce soit sur les FMI, même si on revoit à la baisse les prévisions, on reste en territoire d'expansion et normalement les marchés d'actions devraient continuer à être un marché directeur, même si l'année dernière on l'a vu, notamment aux États-Unis et sur certains indices européens, c'est une année un peu blanche. Oui. En même temps, on avait quand même beaucoup monté aux États-Unis. Ça fait 6 ans qu'on est sur un bull market. C'est vrai que c'est une année blanche facialement, c'est tout à fait vrai. Mais depuis sur les 24 derniers mois, on a aussi des effets change qui sont quasiment aussi importants que les effets mouvement-action. C'est-à-dire que l'an dernier aux États-Unis, ça fait 0 en dollars, mais ça fait 10 en euros. Et quelque part, c'est assez proche de la performance qu'on a pu faire nous. Donc ce à quoi il faut faire attention, c'est vrai, c'est que quand on regarde les performances des différents marchés, il faut essayer de les mettre en monodevise. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est jamais comme ça dont on en parle et c'est pas comme ça qu'ils sont affichés, que ce soit dans les journaux ou à la télé. Mais le jeu des devises est du coup très très important. Donc c'est vrai que par exemple les États-Unis, croissance des bénéfices l'an dernier légèrement négative. Si vous les retraitez hors pétrole, vous êtes à plus 6%, ce qui est assez finalement classique. Et là, on attend plutôt 8-9. Là où on pourrait avoir des doutes sur le marché américain aujourd'hui, au niveau des entreprises, c'est que ce 8-9, il considère un peu que la crise du pétrole s'arrête fin 2015, ce qui n'est pas notre scénario. Nous, on pense que ça va continuer en 2016 et que les bénéfices américains devraient être revus en baisse, contrairement aux bénéfices européens qui ont l'air de continuer à s'apprécier, comme les bénéfices japonais également. Le risque sur le Japon, c'est une appréciation du yen. Pardon, on repart sur les devises encore, mais simplement, on a le won qui a donc été fortement déprécié. Si le yuan se déprécie,
À un moment donné, la valeur refuge en devise dans la zone asiatique, ça va redevenir le yen. Et il va y avoir des achats massifs de yens. Et ça va embêter, ça va gêner les entreprises japonaises exportatrices. Et ça va réattaquer, entre guillemets, les attentes de bénéfices sur le marché japonais, puisque depuis 3 ans, ils avaient quand même été fortement gonflés par la baisse du yen. Donc on a des effets économiques qu'on a passés en revue. Effectivement, un découplage entre le manufacturier et les services. On ne fait pas de la pub, mais Apple Store, l'an dernier, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires. 1 milliard en décembre, c'est quand même un petit peu monstrueux. Et à côté de ça, on a des effets de vis très très importants qui peuvent obérer ou accélérer la croissance dans une zone. La semaine dernière, il y avait un forum Midcap à Lyon, on ne va pas citer le nom, enfin vous le citez si vous voulez, des gens qui l'organisent. La plupart des entreprises qui étaient là, petites et valeurs moyennes, disaient, bon, mis à part une exposition BRIC, Brésil, Russie, Chine, qui est assez dure à gérer, en dehors de ça, nous, l'effet de vis, il est encore positif en 2016. On voit encore notre euro tranquillement s'abaisser contre $. Et donc voilà, donc les effets de vie sont vraiment très très importants et dans certains cas aident, dans d'autres pénalisent un peu, notamment pour les entreprises américaines qui exportent. Elles, ça fait 2 ans que c'est très dur pour elles. Ça veut dire que si on regarde du côté allocation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des zones à privilégier? Fin 2015, tout le monde nous disait zone euro et action. Action, on a compris, Joseph Alfonsi, c'est la classe d'actifs que vous privilégiez. Qu'est-ce qu'on reste en zone euro ou il y a d'autres zones intéressantes? Alors, pour revenir au niveau structurel, oui, les actions, mais c'est un peu aussi par défaut. C'est-à-dire que si on revient à la discussion qu'on avait sur l'assurance vie, si vous extrayez un petit peu des fonds en euros, quelle est la classe d'actifs qui permet effectivement d'aller créer de la richesse? On a vu que sur les taux, la marge, c'est-à-dire de sécurité, elle est inexistante. Le moindre choc sur les taux, c'est une perte en capital aujourd'hui. C'est ça concrètement, c'est ça qu'il faut voir. Donc, pour risque, moi ce que je dis, c'est autant aller vers un acteur qui crée de la richesse. Après, pour autant, la volatilité, tous les sujets qu'on a abordés depuis le début de cette émission, vont impacter. C'est-à-dire que les marchés vont vivre au gré de toutes ces problématiques. Donc on s'attend à une année volatile, voilà. Mais in fine, qui sera plutôt positive. C'est volatile, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Je dirais que la volatilité est désormais partie intégrante du jeu et on apprend à vivre avec. Pour autant, au final, il me semble que les actions européennes, pour les raisons notamment dépréciation de l'euro, dépréciation des matières premières, etc., vont permettre aux entreprises de continuer à dégager des marges. J'ai vu qu'en France, les marges des entreprises récemment, c'était fortement apprécié, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui milite, me semble-t-il, pour au moins conserver une part d'action extrêmement importante. Bon. Après, sur les autres classes d'actifs, on a parlé du high yield aux États-Unis, ça a redonné, la correction 2015 a redonné un petit peu de potentiel à cette classe d'actifs, mais qui reste extrêmement fragile et en tout cas risquée. Pour le reste, on sait que sur les emprunts d'État, après on peut jouer avec les parties de la courbe, mais c'est plus tellement là-dessus qu'il y a grand-chose à gagner. Les actions, la mauvaise classe d'actifs, à l'exception de toutes les autres, donc si on a bien compris. Cyril Collet, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Vous aviez un call également émergent, là aussi, hein, ça dépendra de la stabilisation. C'est un petit peu contrariant, ça, mais c'est pas grave. Ce sera plutôt, on repousse à plutôt le deuxième semestre. Mais il est lié à notre épée de Damoclès. Si vous avez une stabilisation des prix du pétrole et des matières premières, la situation des pays émergents n'est pas du tout celle de 97-98. Les entreprises y sont un peu plus endettées qu'avant, c'est vrai. Mais pour nous, ça peut être la bonne surprise de la deuxième partie de l'année. Et si on regarde 2011-2015, quand même 4 années ou 5 années de consolidation pour les pays émergents, quand il n'y aura plus de croissance en pays développés, quand on va se rendre compte qu'on est au bout des marges et ainsi de suite, ben naturellement l'argent repartira vers la démographie, pas crassie, pardon, la démographie, mauvais lapsus, et la croissance économique, et donc repartira vers les pays émergents. Voilà, donc pays émergents, le call CPRM, mais plutôt deuxième partie d'année. C'est le pas pétrole tout de suite. se stabilise. Voilà, ça fait beaucoup de conditions. Merci en tout cas à nos deux experts, Cyril Collet, le directeur de gestion actions chez CPRAM, et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associé. On aura l'occasion de vous retrouver tout au long de cette année pour vérifier vos prévisions, messieurs. Ce débat est terminé. Merci de l'avoir suivi. On continue demain à la même heure, 9h30, 10h, toujours en direct. Pour l'heure, on va se reconnecter au marché. C'est l'heure de Direct Investisseur. À tout de suite.